On enchaîne avec Guillaume Pitron, qu'on a souhaité inviter. Alors d'abord, il a participé. Alors, Guillaume Pitron, il est journaliste et réalisateur. Euh, il a participé à l'étude dont je parlais tout à l'heure et qu'on a publiée le 6 décembre et qui est accessible sur Internet, etc. On mettra des liens. Et puis, il a publié un livre en 2018. Je parlais tout à l'heure d'externalité négative, qui s'appelle La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, et qui est un livre qui a, je pense, fait date parce qu'il a permis un débat qui aujourd'hui, avant, était un peu moins prégnant. Et plus récemment, en 2021, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Son travail donc documente l'enjeu clé que représente la matière première pour la transition numérique et quels sont les enjeux économiques, politiques et environnementaux liés à leur exploitation. Donc Guillaume, c'est à vous. Merci, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord, merci beaucoup de m'inviter. Désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous à Strasbourg, mais ravi de l'être en ligne. Et j'ai une vingtaine de minutes pour vous pour une introduction à ces enjeux, sachant que l'introduction a déjà été largement faite par Caroline Zorn. Donc je vais ajouter à ces propos préliminaires de Madame Zorn certaines observations que j'ai pu faire en ma qualité de journaliste, sachant que, comme vous l'avez dit, j'ai publié un premier livre en 2018, suivi un second qui s'appelle L'enfer numérique et sous-titré Voyage au bout d'un like. Mon éditeur, Au lien qui libère, Henri Trubert, m'ayant dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on envoie un like? Et si on racontait le voyage d'un like? Après tout, les journalistes adorent suivre les matières premières, ils adorent suivre la route de la tomate, du concombre, du pétrole, du gaz. Pourquoi ne pas suivre littéralement le chemin d'un like qui partirait d'un téléphone pour aller vers un autre téléphone, quand même ce téléphone se trouvera à 2 mètres de soi? Et donc c'est un prétexte, ce like, qui pourrait être un email, qui pourrait être n'importe quelle autre notification, pour raconter finalement étape par étape quelles sont les infrastructures qui permettent de vivre nos vies, et cela a été dit, censément dématérialisées. D'abord pour vous dire que, évidemment, et vous le savez, tout est smart, tout est intelligent, tout est connecté aujourd'hui. Euh, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la gouvernance, toutes ces activités qui un temps étaient réalisées et sont toujours réalisées dans le monde réel, ont un pendant, une déclinaison qui est virtuelle, numérique. Je reviens tout juste des Pays-Bas pour Géo, pour le magazine Géo, pour un reportage à apparaître bientôt sur l'agriculture aux Pays-Bas, le Pays-Bas étant un pays très important dans le maillon, dans la chaîne alimentaire mondiale. C'est fou de voir à quel point l'agriculture est devenue connectée, intelligente. On parle de farm tech. Il y a une université à Wageningen, dans le centre du pays, centre-est, où en fait on conçoit l'agriculture de demain et on se retrouve dans des immenses serres où vous avez toutes sortes de robots qui, avec des techniques d'imagerie extrêmement spécialisées et précises, prennent des photos de plants de pommes de terre et vont traiter la data, en faire de l'information, et en fonction de cette information, dire quels seront les plants de pommes de terre qui seront les plus résistants demain pour nourrir 10 milliards d'habitants. Et dans cette serre, il n'y avait pas d'agriculteurs, mais il y avait des informaticiens, il y avait des spécialistes de l'intelligence artificielle, et juste à côté des plants des plants de pommes de terre, il y avait un cloud. Et donc l'agriculture aujourd'hui, c'est aussi, et peut-être d'ailleurs surtout, en train de devenir une affaire d'informaticiens, de spécialistes en intelligence artificielle, de data scientists, de statisticiens. Tout cela pour vous dire que cette révolution numérique, elle imprègne chaque part de notre vie, et tout ce que nous mangeons même, naturellement, est marqué du sceau des technologies numériques qui permettent, en tout cas je reprends les mots de ceux qui les conçoivent, d'améliorer la façon ne serait-ce que dont nous mangeons. Alors naturellement, cette révolution numérique, elle a des avantages, et cela a été dit, elle a des avantages qui peuvent être écologiques. Il est évident que si je ne me rends pas à New York en avion et que pour une conférence, et que je tiens cette conférence sur Internet, sur un lien Zoom, l'impact écologique de ma participation à une conférence va être énormément amoindri. Et cela, il faut bien insister là-dessus. Il y a également des avantages sociaux et économiques sur lesquels également il faut insister. Qu'auraient été nos vies en temps de Covid? Le numérique nous a tous bien rendu service, donc il faut vraiment faire peser ces avantages dans la balance. Simplement, il est vrai que le discours, jusqu'à récemment, a été essentiellement un discours positif sur les gains du numérique, gains écologiques, enfin gains économiques, gains sociaux, et auxquels s'ajoutent des gains écologiques.
Et le Green Deal, comme vous l'avez dit, en est une manifestation. Et puis un discours qui différent, même radicalement opposé, a commencé à émerger à partir de l'année à peu près 2019. En 2019, je dirais publié, mais surgit dans le débat ce document très intéressant du Shift Project, qui a pu être critiqué sur certains aspects, notamment relatifs à la pollution générée par Netflix, mais en réalité, ce qui est intéressant, ce sont les constatations globales qui, elles, ne sont pas remises en cause, voire qui sont corroborées par d'autres études, qui sont que, eh bien, effectivement, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord 10% de la consommation électrique mondiale, 4% des émissions de gaz à effet de serre, puisque l'électricité est produite avec des panneaux solaires, une centrale à charbon, une centrale à gaz naturel, etc. Donc cela, ça émet naturellement du CO2. Et compte tenu de la dynamique qui est celle de l'expansion de l'univers numérique, on risque d'aller au doublement de ces deux chiffres d'ici 2025. Donc en 2025, 20% de la consommation d'électricité mondiale serait captée par le numérique, avec 8%, 7,5-8% des émissions de gaz à effet de serre. Ces chiffres étaient les chiffres d'avant le Covid. Donc, je serais intéressé à savoir quels sont les chiffres d'après le Covid, compte tenu du basculement en ligne de nos vies, de l'accélération du basculement en ligne de nos vies qui a été cette période et qui est toujours cette période. Et j'y participe avec toutes mes contradictions, puisque je suis en ligne avec vous, je l'admets. Donc il y a un débat, et qui est difficile, qu'il est à mon avis difficile de trancher, sur finalement la balance, le solde entre les impacts positifs et les impacts négatifs. Et après avoir fait 2 ans le tour du monde pour écrire ce livre, L'enfer numérique, je suis incapable de vous dire si le numérique participe davantage de la protection du climat qu'il ne l'aggrave, ou inversement. Et celui qui sait, pour moi, me paraît être une personne très dangereuse, parce que je ne vois pas vraiment qui peut parfaitement le savoir, tant la question est complexe. Peut-être qu'on le saura demain, mais aujourd'hui, ce solde est difficile. Toujours est-il à connaître, toujours est-il qu'aujourd'hui, la question numérique, de la pollution numérique, c'est un des grands sujets environnementaux qui vient. Je pense que c'est un sujet majeur écologique qui va nous tenir pour les 30 prochaines années, et j'ai voulu raconter donc cet enjeu à travers la fameuse route d'un like. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie un like? Je vais y revenir dans un instant, mais tout d'abord, le coût, enfin à mon avis, il y a deux coûts qui sont ceux du numérique. Le premier, c'est un coût qui est matériel, le deuxième, c'est un coût énergétique. La matière, évidemment, est absolument indispensable pour produire toutes sortes de téléphones portables. J'ai rencontré le PDG de Anglo American hier, Mark Cutifani, et à un moment de discussion, il a sorti son portable, c'est un iPhone probablement 12, il a dit 78 minéraux et métaux. Voilà, presque avec fierté, puisque quelque part se trouvent dans ces téléphones portables des métaux qui sont peut-être extraits par Anglo American, quelque part dans une mine africaine ou sud-américaine, mais 78, voilà, moi j'en étais resté à 50 ou 60, il faut 78, jusqu'à 78 métaux et minéraux pour fabriquer aujourd'hui un iPhone de dernière génération. Et donc il faut bien avoir conscience, et je ne vais pas revenir sur ces sujets-là, mais de l'impact matériel que ça peut avoir d'extraire chacun de ces métaux et minéraux, avec toute la difficulté du recyclage que ça peut générer. À mon avis, un ratio est intéressant dans cette histoire, un mode de calcul est intéressant qui permet. En plus, c'était vraiment au milieu d'une phrase où on attendait la suite, quoi. C'est la connexion de Guillaume ou c'est ici qu'il y a eu un sujet? Ça a coupé, je ne sais pas où, est-ce que vous pourriez juste me dire si ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Où est-ce que ça s'arrête? Je suis désolé, hein. Est-ce que vous pouvez me dire où ça s'est arrêté, que je reprenne le fil de ma discussion au moment où je vous ai perdu? Minéraux.
Donc je parlais du téléphone portable. Il y a, pour corroborer ce chiffre, j'espère que ça va fonctionner à nouveau, il y a pour corroborer ce chiffre un ratio qui est très intéressant, qui est proposé depuis quelques années par les chercheurs d'un institut allemand de la ville de Wuppertal. C'est ce ratio qu'on appelle le MIPS, le Material Input per Service Unit. Et ce ratio est fascinant parce que, en fait, il consiste à évaluer le ratio entre le poids du produit fini et la matière qui a dû être déplacée durant tout le cycle de production du produit fini jusqu'à la décharge. Euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que naturellement, nous utilisons énormément de matières premières pour produire des produits qui, in fine, se révèlent être miniaturisés. Alors on peut faire le ratio, le MIPS, le Material Input per Service Unit d'un t-shirt, d'un stylo plume, d'une tasse à café, et on peut aussi faire le MIPS d'un téléphone portable ou d'une puce électronique. Et ce que nous apprennent les Allemands, les chercheurs allemands du Wuppertal Institute, c'est que plus on va avoir des objets électroniques, plus ce ratio est élevé. Donc pour un t-shirt, vous allez avoir un ratio de 1 à 100, de 1 à 200, de 1 à 300, parce qu'il faut du coton, de l'eau, de l'électricité pour produire ce produit fini. Mais si on va vers des produits qui sont complexes, qui contiennent des dizaines de matières premières, si on va vers notamment des puces électroniques, alors ce ratio monte à 1 pour 1000, 1 pour 2000, 1 pour 3000, et pour une puce électronique, ce ratio est de 1 pour 16 000. Donc ça veut dire que pour une puce électronique de 2 grammes, les chercheurs allemands du MIPS, du Wuppertal Institute, nous disent qu'il faut 32 kg de matière. Donc il faut 16 000 fois plus de matière que le poids final de la puce électronique. Et pour un téléphone, ce ratio est de l'ordre de 1 pour un peu plus de 1000, puisqu'il faudrait 183 kg de matière première pour produire un téléphone de 150 grammes. Donc votre téléphone portable que vous tenez dans votre main ne pèse pas 150 grammes, il pèse 183 kg. Et donc ce qui est intéressant avec ce ratio, c'est de comprendre que plus on parle de technologies virtuelles, qui nous permettent d'avoir des vies censément dématérialisées, virtuelles, pour mettre des données dans le cloud, plus paradoxalement, le coût, le leg matériel est lourd. Et donc c'est complètement contre-intuitif de se dire que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Et ça fait 5000 ans, messieurs, dames, qu'on essaie de dématérialiser. En réalité, l'écriture, on ne la voit pas forcément de cette manière, mais l'écriture, c'est la première tentative entreprise de dématérialisation de l'histoire. Avec l'écriture, je n'ai pas besoin d'être physiquement présent pour passer un ordre, pour me faire entendre. Je peux être représenté par un papyrus ou par une tablette d'argile. C'est une forme de dématérialisation de la présence humaine elle-même. La monnaie est une entreprise de dématérialisation. On n'a plus besoin de venir au marché avec sa vache ou son sac de blé. On s'échange ces matières premières avec de la monnaie en fer notamment, enfin en métal plus généralement, et qui finalement représente la valeur de la chose échangée. La lettre de change est une nouvelle manière de dématérialiser. On dématérialise la monnaie elle-même sous forme de papier. Et le numérique est une ultime tentative de dématérialisation du papier lui-même, par exemple. Or, en fait, depuis 5000 ans qu'on essaie de dématérialiser, on ne cesse de matérialiser autrement. Et on ne cesse de substituer à une autre ressource qui a des propriétés plus intéressantes, ou en tout cas de lui additionner une nouvelle ressource qui a des propriétés plus intéressantes. Et donc, plus c'est virtuel, plus c'est matériel, paradoxe, et dématérialiser, c'est matérialiser autrement, et je dirais même que c'est multimatérialisé. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas une seule matière par une autre, mais dans le cas actuel de la révolution numérique, nous remplaçons une matière première, par exemple le papier, par des dizaines d'autres matières premières, et je reviens aux 78 minéraux qui se trouvent dans le téléphone de ce PDG d'Anglo American avec qui j'ai discuté hier. Donc c'est vous dire à quel point cette idée de dématérialisation est très dangereuse, et si on ne prend pas conscience de la réalité derrière cette entreprise de dématérialisation, alors en réalité, on ne va probablement même pas être capable de savoir par quel bout prendre le problème, puisqu'on n'en a même pas conscience. Donc il y a un coût matériel ici qui est énorme. Je bascule dans un deuxième temps, c'était l'objet de mon propos, pour vous dire qu'il y a un coût énergétique, puisque une fois que le terminal a été construit, il va par exemple envoyer des likes, et c'est là que je me suis intéressé au voyage d'un like. Qu'est-ce qui se passe si je like le profil de ma voisine de bureau qui se trouve à 3 mètres de moi? Le like ne va pas voyager 3 mètres. Le like, comme toute notification ou donnée
qui est transmise d'un terminal à un autre, il va passer en réalité par la box Wi-Fi de mon bureau, ou bien l'antenne 4G, il va redescendre le long des parties communes de mon immeuble, l'immeuble dans lequel je me trouve, il va ensuite frayer, rejoindre un câble en cuivre qui se trouve sous les trottoirs, en l'occurrence de Paris où je me trouve, à 80 cm de profondeur sous les trottoirs, il va rejoindre ensuite d'autres câbles, longer les grandes voies de communication françaises par lesquelles, le long desquelles longe qu'empruntent même les principaux câbles de transmission de données, que ce soit des autoroutes, des fleuves. Et puis, comme le like a été probablement émis sur un réseau social américain, il va en réalité rejoindre les côtes atlantiques françaises, traverser les océans par des câbles sous-marins, puisque 99% de l'information aujourd'hui transite par les câbles sous-marins. Et puis, il va rejoindre plusieurs data centers qui se trouvent notamment sur le territoire américain. Il va être stocké en plusieurs endroits des États-Unis. Il faut de la redondance du stockage de données et de leur traitement et de leur calcul, de façon à ce que si un data center tombe en panne, eh bien, il puisse être immédiatement, le service que propose ce data center puisse immédiatement être remplacé par un autre data center miroir pour garantir une continuité de service, une hyper disponibilité du réseau pour que vous et moi puissions surfer sur la toile 24 heures sur 24. Et puis ce like va faire le chemin en sens inverse, retourner, passer par un autre câble ou même câble, une autre paire de fibres en sens inverse sous l'océan Atlantique pour rejoindre le portable de ma voisine de bureau à 3 mètres de moi. Et donc derrière cela, on prend conscience de l'immense infrastructure qui a été déployée ces dernières décennies pour vivre nos vies dématérialisées. Greenpeace, qui a été un temps très actif sur ces questions-là, disait dès 2017, l'homme est en passe de construire la chose la plus vaste qui ait jamais été édifiée par son espèce pour pouvoir vivre une vie qui est connectée, puisque c'est une infrastructure qui est à la fois terrestre, maritime, et demain, avec l'Internet spatial, de plus en plus extra-atmosphérique, et donc tout cela pour des vies, encore une fois, déconnectées. Donc vous voyez ce paradoxe. Cela a un coût énergétique qui a été évoqué par Caroline Zorn. Naturellement, les data centers, c'est une consommation d'électricité qui est très importante. C'est environ, alors il y a des chiffres qui font débat, entre 1 et 3% de la consommation d'électricité mondiale, consommation qui est naturellement en hausse très fortement. L'ADEME, dans une étude passionnante, nous dit les data centers figureront parmi les plus importants postes de consommation électrique du XXIe siècle. Or, l'électricité, elle provient naturellement de toutes les matières premières que j'ai évoquées précédemment. Les GAFAM font mieux, objectivement. Il faut reconnaître que leurs mix électriques sont beaucoup plus diversifiés. Pour autant, il faut regarder notamment du côté de la Chine, où le mix électrique, lui, est à 70% carboné, et comprendre qu'une bonne partie de l'univers numérique tourne aussi avec ce charbon chinois, mais pas seulement le charbon des Appalaches. Et donc, en gros, cela nous ramène au chiffre que j'ai évoqué, qui a été évoqué, 4% à peu près des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites qui sont émises par nos activités numériques, que ce soit la fabrication des téléphones portables ou bien les data centers, qui représentent une petite part de cette pollution, mais dont il faut quand même prendre conscience. Alors, il y a une accélération de cet univers numérique. D'un côté, on améliore le stockage, on améliore les techniques de stockage, on va réorganiser la géographie du cloud en allant installer les données au fin fond du cercle arctique, et j'y suis allé personnellement puisque Facebook a installé nos comptes Facebook à nous au nord de la Suède, et donc il y a une amélioration constante de ces techniques-là pour baisser le coût écologique de nos données, et puis d'un autre côté, il y a un effet rebond avec une accélération de notre consommation de ces outils, et naturellement, cela veut dire que avec intelligence artificielle faisant, 5G faisant, voiture connectée faisant, voiture autonome demain faisant, Internet des objets, peut-être l'Internet de tout, on connectera tout à tout, il y a une course de vitesse, et bien malin est capable de savoir celui qui la gagnera entre finalement l'explosion de nos besoins et la capacité des technologies à mitiger les coûts écologiques de nos nouveaux besoins par des nouvelles technologies. Et donc voilà, je fais vite, mais pour vous expliquer que finalement il y a une course de vitesse qui est réelle et à laquelle nous participons en notre qualité de consommateur chaque jour qui passe. Je terminerai juste, et je pense que j'ai à peu près passé les 20 minutes, pour vous dire qu'on va évoquer plein de solutions aujourd'hui. Il me semble que, j'ai posé beaucoup la question de savoir, mais qu'est-ce que serait un numérique plus responsable pendant les 2 ans que j'ai passé à voyager à travers 4 continents, dans une dizaine de pays, pour écrire ce livre, L'Enfer numérique. Et donc à tous ces spécialistes, j'ai dit, mais c'est quoi le numérique vert selon vous demain? Et j'ai eu autant de réponses que j'ai parlé à d'experts différents. Chacun a sa vision de l'univers de l'Internet plus vert de demain, du numérique plus vert de demain, plus responsable, plus durable. J'ai essayé de classer les différentes opinions que j'ai entendues en 4 grandes catégories. D'abord, il y a ce qu'on appelle les techno-entrepreneurs. Et c'est ceux qui misent sur la technologie
pour précisément faire baisser le coût écologique du numérique. Demain, il y aura peut-être de la transmission de données sans transmission grâce à l'informatique quantique qui fait qu'il n'y aura même plus besoin de câbles pour se transmettre des données et on y travaille. Le stockage des données dans dans l'ADN des plantes fait que peut-être demain, la mémoire du monde, qui se trouve aujourd'hui éparpillée dans 3 millions de data centers à travers la planète, eh bien cette mémoire du monde tiendra dans une boîte à chaussures parce qu'on aura réussi à condenser le stockage de l'information. Et il faut croire en partie à ces solutions, elles sont réelles, elles permettent réellement d'optimiser le coût énergétique, le coût matériel de la consommation, de nos usages numériques. Donc voici pour les techno-entrepreneurs. Face à eux, il y a exactement l'inverse, les frugo-résilients, ce que j'appelle les frugo-résilients, c'est-à-dire des gens qui pensent au contraire que le futur du numérique n'est pas vers plus de technologie, mais vers finalement la low-tech, vers une simplification des outils qui sont à notre disposition, vers leur réparation, vers leur réemploi. Ces gens-là veulent notamment, et je les ai rencontrés en particulier en Hollande, où ils sont aux Pays-Bas, où ils sont très importants, eh bien, ils pensent qu'il faut aller vers une réappropriation de l'outil en ayant une connaissance intime du fonctionnement de l'outil. Et donc, dans certains Fab Labs, on réapprend littéralement à faire la composition même des téléphones portables pour être capable finalement de se réapproprier cet outil dont on est finalement un propriétaire ambigu, puisque en réalité, nous sommes bien incapables de savoir ce qui cache à l'intérieur et comment le réparer en cas de panne. Et donc ces gens-là sont frugo-résilients, et au sens où aussi il faut relocaliser les produits, les circuits de consommation, il faut croire à des réseaux mesh, du Wi-Fi, qui sont des réseaux relocalisés de production de données, très low-tech, mais qui peuvent fonctionner. Et la résilience, selon eux, passe par ces réseaux low-tech qui sont distincts des grands réseaux, des circuits de l'information, tels qu'on le constate aujourd'hui avec ces 500 câbles sous-marins et ces câbles terrestres et cette internet spatiale qui créent une forme de solidarité à l'échelle internationale entre les utilisateurs d'Internet. Eux croient à l'inverse. Entre les deux, il y a ce que fait l'Europe aujourd'hui, c'est l'État People, Planet, Profit. Et nous allons tous entendre dans une conférence donnée par les grands du numérique ces 3 mots magiques, People, Planet, Profit. C'est l'idéal, on va à la fois accélérer l'expansion de l'univers numérique, et tout en prenant en considération le fait qu'il y a des gens dans cet écosystème qui doivent vivre de ce métier, ça participe de la croissance économique, et donc il faut que ce soit également le numérique soutenable d'un point de vue non pas environnemental mais aussi social. Et puis il y a la planète dans cette histoire, et on va agir pour le bien de la planète puisqu'on va optimiser. Et c'est ce que fait l'Europe aujourd'hui en accélérant d'un côté, pour des raisons géopolitiques évidentes, d'où la complexité de la question, parce qu'on ne va pas se laisser dépasser par les Chinois sur la 5G, on ne va pas se laisser dépasser par les Américains sur la voiture connectée et autonome, et sur l'Internet spatial. Donc comment est-ce que nous, on reste dans la course d'un point de vue géopolitique pour pouvoir avoir une souveraineté technique, une souveraineté de nos modes de consommation numérique? Et donc ce sont des vraies questions qui sont importantes, mais face à cela, on va essayer de mitiger ces nouveaux impacts par finalement des lois qui tendent à taxer davantage les entreprises du numérique, notamment une taxation qui peut servir aussi à mitiger les impacts environnementaux de leurs outils. Une loi française qui a été promulguée le 15 novembre 2021 va dans ce sens, elle fait en sorte que nous soyons mieux conscients de ces enjeux, de ces enjeux de la pollution numérique, mais elle agit également au niveau elle propose d'agir au niveau de l'obsolescence programmée des produits, elle encadre mieux la consommation d'électricité des data centers. Donc on voit ces lois qui tentent de ménager finalement la chèvre et le chou. Et puis les derniers que j'ai entendus, la 4e catégorie, ce sont ceux que j'appelle les gouvernements verts sombres. Il y a et vous savez quoi, j'appartiens un peu aussi à cela, c'est-à-dire qu'à cette mouvance-là, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette prise de conscience qu'en réalité, il faut agir sur la consommation même du consommateur de produits numériques pour être capable de vraiment agir sur l'Internet, le numérique dit durable. Il faut probablement un jour commencer à réfléchir à la question de la priorisation des usages. La priorisation des usages, est-ce qu'il ne faut pas réserver de la bande passante à l'hôpital connecté plutôt qu'au métavers? Comment est-ce qu'on réfléchit à remettre finalement une forme de régulation, voire d'interdit dans notre consommation de ces outils numériques, parce que c'est à cette condition-là que nous pourrons finalement réellement préserver la planète. Mais du coup, il y a quelque part déjà une philosophie un peu liberticide à l'œuvre derrière cette idée de contrôler et de réguler nos usages. Et pourtant, je pense que c'est des questions qui se posent. Aujourd'hui, on voit déjà apparaître en Australie, en Chine, des lois, on voit surgir des lois qui interdisent l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 14 ans
tant de minutes ou tant d'heures par jour. Même chose pour la vidéo. Il y a des tas de raisons qui expliquent ce type de loi. Je ne pense pas que la Chine ait envie que sur tel ou tel jeu vidéo en ligne, les jeunes adolescents commencent à parler de politique. Donc c'est aussi cette raison-là qui explique pourquoi il y a de l'interdit. Mais tout d'un coup, voilà, on voit surgir la question de l'interdit et qui peut générer aussi quelque part des bienfaits écologiques. Et donc je pense que l'avenir sera une hybridation de ces quatre tendances que j'ai classées selon ce que j'ai pu entendre pendant 2 ans. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé pour le petit souci technique. Je suis désolé que nous discutions à nouveau. Merci beaucoup Guillaume Pitron. Écoute, c'était vraiment passionnant. J'ai bien pris note des 4 familles de préconisation qui ne sont pas d'ailleurs, comme vous le disiez, contradictoires. Il nous reste un peu de temps. Je pense qu'il peut y avoir des questions, éventuellement, alors physiquement pour les gens qui sont là, mais je crois également qu'il peut y en avoir en ligne. Et dans ce cas-là, c'est Alex qui les lira pour les poser. Donc je me tourne d'abord vers celles et ceux qui sont ici. Donc il n'y a pas... Oui. Alors par contre, oui, il faut le micro pour que tout le monde entende. Alors nous, on sait qui t'aime, mais n'hésite pas à te présenter pour que... Oui, donc Fabrice Flippo, on se connaît avec Guillaume. Les 4 scénarios, en fait, c'est ceux qui existent dans tous les domaines. C'est pas spécifique au numérique, hein. Il y a les techno-entrepreneurs de la voiture, les techno-entrepreneurs, en fait, dans n'importe quel secteur économique, on va trouver les différents scénarios. Et d'ailleurs, en gros, c'est les scénarios que l'ADEME vient de sortir sur 2050. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est relatif au Janus qui a été évoqué un peu plus tôt. Le numérique serait Janus ou pas Janus? Moi, ça me semble assez discutable, c'est-à-dire que le numérique et Janus, à partir du moment, enfin, c'est ce qui me semble, mais je veux bien avoir un autre regard. Le numérique et Janus au sens où on peut choisir le numérique qu'on voudrait à partir du moment où le rapport de force permet de le faire. De la même manière, les différents scénarios sont compatibles jusqu'à un certain point. Donc, moi, qu'est-ce qu'il faut disons, est-ce qu'il faut développer une infrastructure extrêmement complexe pour se dire ensuite qu'on va en utiliser qu'un petit bout? Est-ce que c'est cohérent, ça? Moi, il me semble pas. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une infrastructure qui est dimensionnée aux besoins? C'est un peu ça la question. Donc, il y a une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Je propose qu'on en fasse plusieurs. Et comme ça, il y a Guillaume et Caroline qui pourront répondre. Il y a une autre question dans la salle qui est... En ligne aussi. Alors, on peut alterner. Fais une question en ligne et ensuite... Alors, une question en ligne de Yves Cantasso. Quid du recyclage et de la réparation? Quel impact sur le poids de la matière première? Ok. Et il y a madame qui voulait poser une petite question. Alors, il y a des petits temps parce qu'on fait du pchit-pchit sur les micros quand on les passe. Il y a tous des trucs qu'on ne voit pas, que je vous livre, pour ceux qui sont en ligne. Et celle. Bonjour, Lise Breteau, collectif Green IT. J'ai une question pour Caroline Zorn. Parmi les profils cités par Guillaume Pitron tout à l'heure, il y a le dernier profil qu'il a évoqué, les gens sobres, qui sont plus dans la priorisation des usages et qui ont une tendance à être liberticides quelque part si on pousse le raisonnement au bout. À trop sélectionner les usages, on finit par tuer les libertés. Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué, qui est discuté dans le cadre de la construction de vos politiques publiques dans la métropole de Strasbourg? Est-ce que c'est un sujet qui est déjà sur la table? Merci. Est-ce qu'on a... Alors, il y a une autre question là-bas, au fond. Repipchit. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Laure Hague, je suis élue à la région Grand Est et dans la commission innovation. Et donc, on voit très bien aujourd'hui que dans la plupart des politiques publiques, bon, c'est une région donc, qui est à majorité de chez les Républicains, mais il y a un certain consensus dans tous les partis politiques, sauf dans notre groupe écologiste, je dirais, sur ce côté, le numérique, de toute façon, est positif. Et dès qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est que c'est positif. Dès qu'on parle, et on voit bien, du coup, quelle catégorie, finalement, dans toute celle exposée, est aujourd'hui majoritaire.
Et c'est très dur justement de ne pas passer pour un amiche. Nous, on a vu passer un projet où c'est l'idée de mettre de l'intelligence artificielle à l'hôpital pour voir si les gens ont mangé leur repas, parce qu'en fait, le personnel n'a plus le temps de regarder ce qu'il y a dans les assiettes et de discuter avec les soignants de pourquoi ils ont mangé ou pas, qu'est-ce qu'ils aimaient ou pas. Et du coup, on dit pour éviter le gaspillage alimentaire, on met de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, c'est écolo. Et en fait, quand on essaye de prendre un peu de recul et de dire qu'en fait, non, on peut mettre de l'humain, etc., on voit bien qu'en fait, on a un mur devant nous. Ils ne nous comprennent pas. Et donc, ma question, c'est un peu comment on explique un peu ça au grand public. Moi, quand j'en discute avec le grand public, on voit bien que les gens sont perdus parce qu'on leur a tellement vendu que le numérique était écologique, que ça permettait de dématérialiser, que ça permettait justement de moins se déplacer et que c'était positif, qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre un autre discours. Donc ma question c'est, je pense que tous les différents positionnements ont un intérêt et peuvent être développés chacun à leur niveau. On peut développer effectivement un numérique, faire de l'innovation dans le numérique, aller plus loin. Néanmoins, cette question des usages et cette question de attendez, regardez ce que c'est, voilà, comment on le met plus en avant, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, enfin en tout cas moi je le vois et au niveau politique et dans le grand public, c'est encore très peu partagé. Absolument, mais au niveau européen, c'est les mêmes arguments d'autorité qu'on entend. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Est-ce qu'il y en a d'autres en ligne? En ligne, il y en a d'autres. Vas-y Alex, si tu veux. Alors, les autres questions en ligne de Cécile Germain-Écué. Est-ce qu'on ne sera pas tout simplement obligé un jour de revenir en arrière, c'est-à-dire à un monde avec moins de numérique? On ne peut pas vraiment revenir en arrière vu les impacts que ça a eu, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de ressources. Et une autre, de Nicolas Gomez. Est-ce qu'il serait faisable d'appliquer une taxe sur la bande passante? Aujourd'hui, trop de données en circulation sont futiles et cela permettrait de cibler les GAFA qui sont particulièrement gourmands. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Je propose qu'on commence à répondre. Comment on fait? Caroline, tu commences et ensuite Guillaume? Eh bien, allons-y. Merci beaucoup. C'est des questions sur lesquelles on pourrait... moi, j'ai envie de disserter des heures à chaque fois. Mais on va essayer de... En tout cas, moi, d'apporter un éclairage sous l'angle des politiques publiques, puisque finalement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, même si, en tant qu'élu, on n'en a pas moins un point de vue de citoyen, de citoyenne. Donc, c'est forcément à cet égard des regards croisés. À propos de regards croisés, il y a justement cette image du Janus que j'évoquais tout à l'heure, parce que j'avais beaucoup aimé les développements c'est pas de moi, hein, de Vincent Courboulet dans son ouvrage sur le numérique responsable, et qui avait cette image. Et alors, pour vous répondre, moi ce que je trouvais intéressant, c'est un peu la même logique que le poison et l'antidote, quoi. Et dans les exemples, dans les questions qui ont été formulées ensuite, on le voit, c'est-à-dire que par exemple sur la e-santé, c'est ça, c'est-à-dire que le numérique peut apporter des solutions. Le problème, c'est qu'on ne le voit plus aujourd'hui que comme une solution. Et on en arrive à un solutionnisme technologique qui est assez insupportable. Parce qu'en réalité, ça n'est pas parce que l'outil numérique peut apporter des solutions qu'il l'est systématiquement. Donc on a perdu cette critique, on a perdu le sens de la proportionnalité, le sens de la réflexion sur ce qui peut être un levier, mais qui ne l'est pas forcément. Et donc dans les politiques publiques, aujourd'hui, d'ailleurs tout le plan de relance est construit comme ça, hein, sur le numérique, c'est-à-dire ça va forcément apporter des réponses, et c'est pas forcément le cas. Donc c'est pas forcément le cas, loin de là, et même si ça en apporte des réponses, il faut qu'on mette ça en face des externalités négatives. Et donc je réponds à cette question en même temps, il faut qu'on puisse travailler sur des critères, sur l'évaluation. Et finalement, cette face de la médaille pile ou face, ou ce côté positif, négatif, externalité positive, mauvaise externalité, on ne peut se démêler de toutes ces questions en apportant des modalités d'évaluation pour objectiver finalement l'utilisation du numérique. Et donc, il faut absolument que politiquement, on mette en avant et on travaille main dans la main avec l'ADEME,
avec l'Institut du numérique responsable, avec les shifters, donc le Shift Project, avec toutes les commissions thématiques européennes. Il faut qu'on arrive à objectiver les choses, à travailler sur le cycle de vie des matériaux, des terminaux, mais aussi cycle de vie de la donnée. C'est un peu plus compliqué quand même de travailler sur le cycle de la donnée, mais il faut s'y astreindre. En fait, ce sont ces chantiers-là qui vont nous permettre non seulement de travailler l'aspect éducation populaire au numérique, pour expliquer aux gens comment concrètement ce que donne leur activité en ligne ou leur activité sur les activités numériques, et aussi politiquement dire, vous avez ce projet-là. Parfois, ce sont des grands chantiers, donc budgétairement, ce sont parfois des millions d'euros qui sont investis sur des projets où on se dit, mais comment peut-on en arriver là sans avoir une étude d'impact? Mais pour fournir une étude d'impact, eh ben, il faut avoir des critères objectifs et des modalités d'évaluation. Donc pour moi, le chantier prioritaire, c'est se mettre d'accord sur l'évaluation. Et à ce moment-là, comme le suggérait Cécile, il y a peut-être des sujets sur lesquels on peut revenir en arrière et réorienter l'investissement en termes de ressources pour ces services numériques, les réorienter sur des usages dont on sait qu'ils sont vitaux. Et tout à l'heure, on évoquait l'espace. Le CERTIT, qui est un laboratoire à Strasbourg, fait du traitement d'images spatiales. Et ce traitement d'images spatiales permet à la protection civile d'intervenir extrêmement rapidement. Lorsque, on l'a vu par exemple en Allemagne et récemment, il y a eu ces inondations terribles. Donc la protection civile, sur la base des images qui ont été traitées par le CERTIT grâce à une commande de la Commission européenne, bien, la protection civile a pu intervenir très rapidement. Là, on est sur un service vital. C'est du traitement de données et c'est vital. Et à mon sens, c'est pas sur ce genre de choses en fait qu'il faut rogner. Ça existe, c'est en œuvre et c'est réellement utile. En revanche, effectivement, il y a un certain nombre de on va pas prendre la caricature. Si, je vais quand même prendre la caricature du chaton sur YouTube, mais oui, enfin, je veux dire, de là à penser que ces services, il faudrait les réguler au point d'en arriver à dire à chacun, mais là, ce n'est pas possible. Cet usage n'est pas acceptable. Moi, j'aimerais qu'avec l'éducation populaire au numérique, on puisse, mais on a déjà 20 ans de retard, hein, notamment sur le public scolaire, que les gens, dans leurs usages, intègrent ça, dès le départ. C'est-à-dire, mais encore faut-il avoir conscience de ce que ça coûte collectivement à la société et à la planète que cette consommation de YouTube est freinée. Mais on n'apprend pas ça à l'école, on ne l'a pas appris à l'école. Donc aujourd'hui, il faut rattraper ça. Et ça veut dire aussi, et pour répondre clairement à votre question sur est-ce qu'on l'intègre dans les politiques publiques, on l'a eu dans les échanges, c'est des questions qu'on a eues dans les échanges en atelier avec à peu près 150 personnes qui ont participé à la conférence citoyenne, et se dire, il y a beaucoup de gens qui nous disaient, moi je veux savoir quelle est mon empreinte dans la consommation de ces services numériques, mais de là à imaginer que vous me diriez ensuite que j'ai plus le droit de le faire parce que ça consomme trop, vous êtes gentil, mais moi je prends pas l'avion, moi j'ai pas de piscine, moi j'ai pas de clim. Donc mon plaisir, c'est d'utiliser mon portable. C'est effectivement des choses qu'il faut discuter et je pense qu'au-delà de l'aspect colibri, chacun prend sa part sur les services numériques, je ne crois pas qu'on puisse s'en tenir aujourd'hui à un comportement de colibri numérique. Il faut qu'on le fasse, qu'on s'y astreigne, mais je crois que c'est au niveau de l'Union européenne hein, qu'on va pouvoir peser et c'est en cela que les questions numériques ne peuvent plus se traiter au niveau national ni au niveau individuel. Et oui, il va falloir adopter certaines formes de régulation, notamment sur la production des terminaux. Mais bon, là, je vais peut-être passer la parole à Guillaume pour justement les questions sur de ressources davantage. Voilà. Mais on pourra approfondir en table ronde hein, ces questions, avec plaisir. Eh bien, j'enchaîne. Merci pour les 4 minutes qui nous restent environ. J'ai envie de répondre à toutes les questions, bien évidemment. J'adorais tous les traiter, mais je vais me concentrer sur quelques-unes. Effectivement, l'infrastructure aujourd'hui est mal dimensionnée. C'est ce que disait Fabrice Flippo. J'ai discuté pas plus tard qu'hier avec un responsable de l'environnement dans une entreprise de services informatiques qui disait nous, en fait, on propose des services de vente en ligne. Et en fait, il faut que la bande passante et les serveurs derrière soient au maximum de leur capacité, en gros à Noël et pour les soldes. Et le reste de l'année, en fait, cette infrastructure ne sert à rien. Elle est surdimensionnée par rapport
aux besoins le reste de l'année. Et donc il disait, mais qu'est-ce qu'on fait avec le différentiel? On voit bien en fait le gaspillage derrière cela. Mais d'une manière générale, ça vaut aussi pour n'importe quelle heure du jour ou de la journée, enfin du jour. Il y a des moments de la journée où nous allons plus sur tel ou tel réseau social que d'autres, et du coup, le fournisseur l'entreprise qui fournit le service de réseau social, avec qui naturellement a toutes les infrastructures derrière pour assurer une continuité de service, va surdimensionner ces infrastructures de sorte qu'au pic de service, le réseau fonctionne, même si le reste de la journée, cette infrastructure n'est pas nécessaire. Et c'est une immense question qui est extrêmement compliquée et qui pose fondamentalement en fait, la question de notre rapport au temps. En fait, tout est question de notre rapport au temps là-dedans. Parce que, en fait, je veux que l'infrastructure soit hyper disponible. Et l'infrastructure, les fournisseurs d'infrastructures, ils ont ce très joli mot qu'on voit souvent apparaître dans les grands salons, qui est celui de continuité de service. Mais c'est un mot terrible, continuité de service. En fait, c'est une dictature. Il faut que le service soit toujours en situation de fonctionner. Et les data centers, les entreprises de data centers peuvent se permettre seulement 24 minutes d'interruption de service par an, sous forme de panne. Mais 24 minutes par an, j'ai calculé, ça fait 3 secondes par jour. Donc si vous êtes en panne au-delà de 3 secondes par jour, vous êtes hors du marché. Ce qui pose la question de la résilience de nos sociétés. Dans un monde, on ne peut pas attendre plus de 3 secondes par jour pour avoir accès à Internet. Donc on ne peut pas faire autrement que surdimensionner, puisque vous et moi, consommateurs, exigeons qu'à l'instant le plus critique de la journée où j'ai besoin d'aller sur mon réseau social, ou à l'instant le plus critique de l'année où je veux faire mes soldes en ligne et acheter le 24 décembre en ligne, il faut que l'infrastructure soit disponible. Et donc voilà, j'ai pas de réponse. Évidemment qu'il faudrait sous-dimensionner ou dimensionner à juste mesure, à la façon, pour reprendre l'expression française qui date du Moyen-Âge. Mais en réalité, c'est pas compatible avec l'exigence d'immédiateté et d'instantanéité et d'hyper-disponibilité du service qu'exige le consommateur. Sur la question très intéressante de mais comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens que derrière tous les avantages du numérique, y compris dans les maisons de retraite, il y a aussi un coût. Et c'est une question qui est à laquelle je ne vais pas forcément répondre, tellement c'est compliqué. Mais ça génère des réflexions passionnantes. Nous sommes dans une technologie qui est hyper pernicieuse, parce que c'est une technologie qui, en fait, est invisibilisée. On ne la voit pas, je veux dire, on ne voit pas les mines, on ne voit pas les tuyaux, les câbles sont sous le trottoir, ils sont sous la mer. Qui a déjà vu un câble sous-marin? Les data centers, on ne les voit pas. Qui est rentré dans un centre de stockage de données? Les satellites, on ne les voit pas tant que ça. Alors des fois, on prend des photos des satellites d'Elon Musk au décollage, mais finalement, on ne les voit pas. Et donc, c'est une infrastructure qui est délocalisée, une pollution qui est délocalisée, invisibilisée. J'ai même réalisé qu'en fait, Facebook, au fin fond de la Suède, cherchait à se rendre complètement invisible, en ne faisant pas parler de ces infrastructures. Comme ça, on n'allait pas critiquer son impact environnemental et sa consommation, la consommation d'électricité de son centre de stockage de données à Luleå, en Suède. Et donc, en fait, il y a, et c'est d'ailleurs corroboré par des études d'une universitaire suédoise, à Stavondoro, il y a une stratégie d'invisibilisation de l'infrastructure. L'infrastructure ne se voit plus. Et donc, à un moment, pour faire prendre conscience de cela, c'est presque une écologie des sens qu'il faudrait mettre au centre de tout cela. Et il faudrait que nous soyons capables de dire qu'Internet a une couleur, qu'Internet a une odeur, qu'Internet a un goût. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est de dire que finalement, on peut confronter ces sens à l'infrastructure, mais en fait, il faudrait quasiment que tout le monde ait l'obligation d'aller visiter un data center avant de s'acheter un téléphone portable, et de visiter une mine avant de s'acheter un téléphone portable, effectivement. Mais ça, c'est difficile. Et puis le dernier point qui est passionnant, est-ce qu'on ne sera pas obligé de revenir en arrière car plus de ressources? Géologiquement, les ressources ne manquent pas. Encore une fois, je reviens à cette discussion avec Mark Cutifani, le PDG d'Anglo American hier, qui dit, je crois que c'est à l'horizon 2030, mais bon, allez, si c'est 2040, on est à peu près sur le même ordre, sur la même idée. Il dit, on le sait, que pour la même quantité de matières produites, donc qui produisent du nickel, du cuivre notamment, eh bien, disait-il hier soir, nous allons avoir besoin nous allons générer 16 fois plus de déchets, parce qu'il va falloir creuser plus profondément. Nous allons consommer 16 fois plus d'électricité, et nous allons consommer 2 fois plus d'eau. Donc je ne sais pas si c'est 2030 ou 2040, je vais vérifier aujourd'hui avec lui, mais c'est juste pour vous dire l'explosion de la consommation, pas seulement de la ressource finie, mais de toutes les ressources qui sont nécessaires, directement ou indirectement, pour produire la ressource. 16 fois plus d'électricité, donc les ressources derrière, 16 fois plus de déchets générés,
pour creuser plus profondément 2 fois plus d'eau. Donc est-ce qu'on ne va pas demain manquer de ressources, non pas parce que la ressource n'est pas géologiquement disponible, mais parce que la ressource n'est pas, mais parce qu'il faut d'autres ressources pour la ressource. Et donc c'est la question des périmètres de pollution et de consommation. Et ça, ce sont des questions qui sont absolument passionnantes. Voilà. Fabrice, je vous rassure, Fabrice Philippot, si jamais j'avais pris mes 4 scénarios à l'ADEME, évidemment j'aurais cité l'ADEME. Merci beaucoup. Merci Guillaume Pitron, merci Caroline Zorn.